Bonsoir à toutes et bienvenue donc sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Ce soir, donc, nous sommes donc en compagnie d'un homme très spécial de notre culture. Il faut dire que son engagement envers la culture burkinabé fait de lui une figure emblématique de la culture au Burkina Faso. L'homme est expert en communication, consultant et chroniqueur télé. Il est également un acteur important. Il faut dire qu'il est promoteur de la structure de communication Oxygène Mag, également directeur de publication du média en ligne Oxygène Mag, promoteur des 12 PCA, on en parlera certainement. Notre invité est né à Douala au Cameroun. Et puis, il y a 20 ans de cela, l'homme a déposé ses valises au Burkina Faso. Et d'ailleurs, c'est un pays qui lui va donc à merveille. Ce soir, nous recevons sur notre plateau Hervé David Onla. Bonsoir. Bonsoir Hervé Bamar, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. C'est toujours un plaisir de venir. C'est un fait quand même spécial, 2 Hervé sur un plateau. Oui, c'est une première, c'est ça qui était mon souhait. C'est vrai qu'on est tout le temps sur le terrain, mais jamais sur le même plateau. Alors, je disais que ça fait 20 ans maintenant que vous êtes installé au Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous amène véritablement dans ce pays? Plus exactement, il y a 23 ans. 23 ans. C'est le basket. Tout le monde sait que je suis un passionné du basket. Je le suis toujours. J'aime pas trop utiliser le basket au passé. C'est ça qui m'a amené au Burkina. C'est vrai que je venais pour continuer à aller en Europe parce que je voulais devenir un entraîneur de basket. Donc je faisais des formations. En BAFA, je voulais obtenir un diplôme BAFA. Il fallait que je passe donc par l'Afrique de l'Ouest. Donc nous étions deux. Il y a un qui était au Sénégal et l'autre moi ici au Burkina Faso. J'ai fait quelques stages avec des jeunes. Et après, malheureusement, il fallait que je poursuive donc justement ma formation du côté de Lyon à Villeurbanne en France, mais malheureusement, je n'ai pas eu de visa. Donc il fallait donc que je revoie un peu justement mon avenir. Est-ce que je vais continuer à faire le basket? Est-ce qu'il faut que je rentre au Cameroun? Est-ce qu'il faut que je reste au Burkina? Donc autant de questions. Et le Burkina finalement m'a adopté au fil du temps. J'ai commencé à aimer ce pays, à aimer les populations, à aimer les gens, à aimer l'hospitalité des gens. Et puis je me suis lancé comme communicateur, journaliste, dessinateur, caricaturiste d'abord au départ. Comme je suis un très grand dessinateur, c'est par cette entremise que je suis rentré à la presse, avec beaucoup de formations, beaucoup de journaux en tant que pigiste également. Et puis aujourd'hui, je suis journaliste critique, culturel surtout. Je me suis orienté vers la culture où je me sens le mieux. Aujourd'hui, je suis fier justement d'être au Burkina et d'être burkinabé. Justement, quand vous dites ça, parce que finalement, vous avez la nationalité burkinabé. Ouais, marié à une femme, très belle femme, qui vient de Waïguya, avec 3 enfants, 3 filles, qui sont toutes burkinabées, et moi également. C'est vrai que la première est née au Cameroun. Avec sa maman, j'ai eu quand même la chance de les envoyer au Cameroun, découvrir un peu ma ville, ma famille, ma maman. Puis aujourd'hui, elles sont à la fois camerounaises et burkinabées, mais on est fiers d'appartenir à ces deux pays. Justement, dans la bio qui vous présente, il est dit que vous êtes entraîneur de basket également. Vous avez joué ici à Ouaga au basket? Malheureusement, non. Je suis venu, j'étais déjà pratiquement à la retraite, entre guillemets, parce que j'ai joué beaucoup plus à Douala. D'abord, j'ai joué en tant qu'ailier fort pivot, pour ceux qui connaissent bien le basket. À 1m97, 98, être pivot, moi je trouvais que c'était un peu trop prétentieux. Après, j'ai joué à l'équipe A de l'équipe nationale. Et juste après, mes parents ne voulaient pas. J'ai abandonné le sport de compétition, le basketball de compétition, pour rester dans la formation. Donc j'ai créé une équipe de basket qu'on appelait Planète Basket, où j'ai donc intégré une association des entraîneurs de basket parce qu'on appartenait justement dans une association. Et cette équipe de basket est arrivée jusqu'en finale du championnat national Planète Basket à cette époque. On me connaît jusqu'à présent au Cameroun en tant que basketteur. Moi, on m'appelait Jabbar. Donc c'est mon nom au Cameroun. Quand j'arrive même à l'aéroport, quand je me présente comme Onla Hervé David, non, mais quand je dis Jabbar, c'est un nom qui est très populaire au Cameroun. Je suis célèbre beaucoup plus au Cameroun en tant que basketteur, mais pas en tant que... Quand on dit que je suis journaliste, ça étonne beaucoup plus de gens quand même. Lui, on le connaît aussi au basket, au Cameroun en tant que basketteur.
j'étais vraiment très connu au basket, au Cameroun en tant que basketteur. J'étais un peu l'homme qui bougeait beaucoup, un peu, pas désordonné, mais celui qui faisait trop de bruit. Mon père était enseignant, il était professeur de lycée, mais il avait un fils, son aîné était encore très bouillon parce que j'étais un peu l'homme qui faisait un peu beaucoup plus de bruit. Je ne veux pas dire bagarreur, mais j'étais un peu l'homme qui bougeait beaucoup la ville de Douala. Justement, il fut un moment également sur vos publications, c'était Jabba. Ouais. Et depuis un moment, on est devenu le chat. Parlez-nous un peu de ce surnom. Oui, Jabba, parce que bon, maintenant je ne suis plus basketteur. Kamil Abdul Jabba, parce que je marquais un peu comme lui. Je faisais des bois roulés, les skyhook en anglais. J'avais cette faculté de marquer les paniers de cette façon. Voilà pourquoi j'ai adopté. J'aimais bien ce grand jeu de basket qui est à la retraite aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Maintenant, je suis plus basketteur sur le terrain. Donc après, en m'installant ici au Burkina, je commençais à avoir une certaine visibilité à travers ma plume. J'ai été surpris que les gens aimaient bien mon regard un peu assez différent des autres. Ma plume était un peu très recherchée, donc on m'appréciait. Et puis après, mon regard était différent, comme je le dis tantôt, quand j'analysais une œuvre musicale, bien quand j'allais dans un spectacle. Et après, un bon jour, j'avais eu l'opportunité d'aller faire des reportages en Europe. Et quand je suis parti pour la première fois, j'avais fait un post en disant « Quand le chat n'est pas là, 3 points de suspension ». Donc, comme tout le temps, mes écrits étaient toujours... Ça suscitait beaucoup de réactions. Donc, on m'a commencé à m'appeler le chat. Parce que j'ai dit « Quand le chat n'est pas là ». Donc, qui est donc la souris? Donc, tout le grand point d'interrogation. Et quand je suis revenu, beaucoup de gens ont adopté le chat. Et puis, j'ai dit « Bon, ça colle ». Avec ma plume, avec mon regard, avec mon analyse, avec ma façon même de me mettre dans l'ombre pour analyser certains spectacles. Parce que j'aime pas trop me faire voir quand je suis en public. On sait que je suis là, mais je refuse de me faire voir parce que ça crée souvent un peu une sorte de perturbation avec les acteurs qui sont sur scène. Beaucoup ont l'impression, en me voyant sur la scène, ils sont un peu perturbés. Donc je laisse plutôt s'évader, qui s'évadent, qui font comme si je ne suis pas là, qui jouent, qui font ce qu'ils ont envie de faire. Mais moi, j'observe dans l'ombre et après, je fais une analyse. Mais quand je suis déjà visible, ça prête un peu à confusion. Et puis, est-ce qu'on veut dire que votre façon de voir chez les autres, ça crée une sorte de déstabilisation? Peut-être oui, peut-être non. C'est pour ça que je n'aime pas souvent influencer déjà l'acteur culturel de par ma présence. Voilà, parce que déjà je suis grand de taille. Donc encore me faire voir encore dans une scène en public, j'ai horreur de ça. Donc j'aime pas trop arriver dans une cérémonie où je m'allais m'asseoir devant ou bien je marche, tout le monde me regarde. C'est un matu-vu qui me déplaît. Moi j'aime souvent me mettre à l'ombre. Déjà je suis grand de taille, je vois tout le monde. Pourquoi encore me mettre devant? Donc pour moi, et puis encore, j'ai une plume quand même parfois dite un peu assez arcèbre. Donc, pourquoi m'afficher? Donc, moi, je vais m'afficher à travers mes écrits, je vais m'afficher à travers mes analyses, je vais m'afficher à travers ma plume, que je sais mieux faire. Donc, moi, mon âme, entre guillemets, c'est un peu ça. Donc, ma visibilité, c'est aussi un peu ça. Donc, pourquoi encore? Je préfère qu'on me reconnaisse à travers ma plume, qu'on me reconnaisse. Moi, quand je vais dans la rue, on dit « Ah, vraiment, j'apprécie ce que vous faites, parce que j'aime ce que vous écrivez, votre plume, vous avez dit ceci. » J'aime quand on m'apprécie par rapport à mon travail, mais pas par rapport à mon physique. Pas par rapport à ce que je suis. Voilà pourquoi j'aime passer inaperçu. Est-ce que vous vous sentez un peu incompris par une majorité d'acteurs culturels, notamment également les artistes? Incompris, oui. Hein. Je dis, je le suis toujours. Hein. Parfois, les gens profitent même parfois de ma plume pour parfois passer des messages méchants à certaines personnes. Parfois, il se dit que quand je porte un regard critique, eux, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils passent peut-être par mon message, par ma plume, pour dire des choses qu'ils ne devaient pas dire. Alors que moi, je suis dans une philosophie où je voudrais faire construire. Je fais une critique pour apporter des suggestions. Mais je ne fais pas une critique pour descendre. Mais beaucoup prennent ça comme si je déstabilisais. Et ceux qui viennent faire des commentaires profitent encore pour mettre un peu du mal dans ce que je dis. Parfois, je suis mal compris. Parfois même, je fais une analyse. Les gens ne lisent pas. Ils se contentent juste du titre qui est accrocheur. Et ils ne savent pas que le contenu même plutôt met en exergue justement la qualité intrinsèque de cette actrice que je commande. Bon, après, parfois d'autres se regrettent, parfois d'autres constatent qu'effectivement je les ai emmenés dans peut-être dans une réflexion où eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Donc voilà pourquoi je dis parfois je suis incompris. D'autres pensent que peut-être que je le fais peut-être pour soudoyer, ou bien j'ai des dessous de table, ou bien j'ai un problème avec des artistes. Non, c'est un regard personnel. Souvent pour régler des comptes à des gens. Ou bien pour régler des comptes à des gens, non. Mais moi, je pense que c'est plutôt le contraire.
Parfois, quand je fais un article critique, les gens profitent de cet article pour me régler des comptes. Donc, ce n'est pas moi qui règle des comptes aux gens, mais c'est beaucoup plus les gens qui utilisent justement mes écrits pour me régler des comptes. Bon, parfois, on me traite de tous les noms. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas cela. Bon, bref, ce n'est pas ça l'objectif. Mais moi aussi, je suis un humain. Il faut aussi parfois que je réagisse. Je dis aussi que, bon, j'ai aussi été un enfant très bruyant. Bon, les gens ne savent pas ça, mais je suis très colérique. J'étais très violent quand j'étais à l'école. Donc, à un moment donné aussi, je fais souvent sortir ce mauvais côté. Puis parfois, les gens sont surpris. Donc, mais parfois, j'ai plus de 50 ans, il y a des choses que je ne dois plus faire. Donc, mais quand on veut vraiment me pousser vers là, moi aussi, je peux le faire. Donc, parfois, je vais plus loin que ça. Et parfois, très, très loin. Donc, ma famille me connaît. Donc, mais je suis déjà quelqu'un de très aguerri. Donc, je pars déjà en retraite. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir arrêter. Mais sinon, la violence aussi, je connais quelque chose là-dessus. Donc, personne ne m'apprend quoi que ce soit. Moi, je l'écris parce que je suis conscient de ce que je fais. Je dis des choses pour construire, mais si on veut me détruire, bon, il faut que je me défende aussi. Très bien, ça tombe bien. À votre propos, on a quelques images de vous qu'on a pu monter. Et on va donc faire appel à notre réalisateur du jour pour qu'il nous ramène ces images à l'écran. Très bien, on est de retour sur ce plateau. Un commentaire de tout cela, parce que je vous voyais hocher la tête. Et vous dites que chaque image vous rappelle quelque chose. Me rappelle quelque chose, c'est toute une histoire. C'est vrai que quand je me vois aujourd'hui, moi j'aime bien ça. Quand je me vois aujourd'hui, être invité au Festival de Cannes, par exemple, c'était mon rêve d'enfance. Moi, je voyais ça à la télé. J'aimerais bien, quand j'étais au Cameroun, à Douala, j'aimais bien lire les journaux People. Je voyais comment les stars de l'époque s'éclataient à Cannes. Aujourd'hui, 20 ans, 25 ans après, chaque année, je suis invité. Aujourd'hui, je me dis, bon, le seul plaisir, le seul bénéfice que je tire de mon métier aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il fallait que je passe par le Burkina, il fallait que les gens, au Burkina, qu'on sache qui je suis, au Cameroun, qui pouvaient imaginer un jour que je pouvais me retrouver à Cannes. Donc le Burkina a connu mes compétences, a connu ce que je peux faire, ce que je suis capable de faire. Donc je suis fier que depuis le Cameroun aujourd'hui, quand je rentre, je lève la tête et je dis, bon, je n'ai pas réussi au Cameroun, mais je suis en train de réussir au Burkina Faso. Je pars à Cannes et les gens m'appellent. Les premiers responsables m'appellent directement parce qu'ils ont besoin de moi au Festival de Cannes. C'est du jamais vu. Et quand je viens, je suis bien accueilli. Mes écrits sont lus, décryptés à la lettre. Je suis très fier du fait que j'y vais tout le temps. Donc quand je vois ces images aujourd'hui, mes enfants seront demain après-demain fiers de moi parce que bon, c'est pas souvent aussi donné à n'importe qui d'avoir ce parcours. J'ai été à la prison, je pensais que c'était la fin de ma vie. C'était la fin du monde. On sait un peu tout ce qui s'est passé après. J'ai failli même me donner la mort à cette époque parce que je ne suis pas une personne qui devait se retrouver là-bas. Je ne sais pas ce qui m'a amené là-bas. Heureusement que j'ai aussi été bien encadré là-bas. Parce que moi, j'aime pas être enfermé, j'aime la liberté. Et quand je me suis retrouvé là-bas, je pensais que tout était fini. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que financièrement, ce n'est pas ça, mais le plus important, je suis fier du métier que je pratique aujourd'hui. Dieu savait que j'allais être un journaliste émérite et je le suis aujourd'hui, même si je n'ai pas atteint le Graal qu'il fallait, mais pour moi, c'est suffisant. Donc, ça me fait plaisir.
Est-ce que ça vous arrive de voir des commentaires du genre, est-ce que Hervé, on la va vraiment à Cannes? Ça vous arrive de voir ce genre de commentaires? Oui, moi, du genre, est-ce que c'est vrai qu'il est à Cannes? Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien souvent qu'on pose ce genre de questions parce que je le fais souvent par exprès. Je me dis, bon, les gens se posent véritablement la question, est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que je suis vraiment invité? Est-ce que je fais vraiment des reportages à Cannes? Est-ce que je suis vraiment accrédité? Mais je suis tellement transparent que, bon, les gens ont tellement posé ces questions-là qu'aujourd'hui, ils sont obligés, qu'ils le veuillent ou pas, de l'accepter. Il y a 4000 journalistes qui sont accrédités à Cannes. Il y a 40 journalistes aujourd'hui qui ont l'autorisation de monter, d'aller dans les hôtels, de poser des questions aux superstars invités. Et vous faites partie de ces 40-là. Ça fait 2 ans maintenant et moi je suis fier. Donc depuis l'année dernière, je vous voyais des images. Il y a des hôtels, quand j'ai besoin, quand j'arrive, on me donne la liste de tous les stars qui sont venus. On me donne un programme de reportage et c'est moi qui valide. Parce que les stars qui viennent à Cannes, leur rêve c'est de rencontrer des journalistes, les meilleurs journalistes, parce qu'ils viennent surtout pour la presse. C'est ça un festival de cinéma. Parmi ces journalistes, il y a un chat. Oui, et j'en fais partie. Et pourquoi, je leur ai posé cette question, pourquoi moi je fais partie? Ils me disent non, parce que moi mon regard c'est beaucoup plus vers l'Afrique et le Burkina. Okay. Comment un acteur comme Tom Cruise, un journaliste du Burkina Faso et qui est un acteur sur lui, c'est énorme. Donc il est connu jusqu'au Burkina Faso. Donc lui qui est aux États-Unis, il s'est dit qu'il prend un article de presse qui vient du Burkina Faso. Donc j'ai dit, ah tiens, c'est parce que je viens du Burkina, parce que je suis de l'Afrique et que ma plume porte, arrive jusqu'à ces stars du monde entier, américains, français et autres. Je dis oui, effectivement, c'est ça, parce que tout le temps, ils connaissent des journalistes du Monde, le Parisien, RFI et tout de suite. Mais un journaliste venu d'Afrique qui a fait un article, qui a fait un commentaire sur mon film, qui vient du Burkina Faso, c'est encore plus prestigieux selon eux. Donc j'ai compris finalement pourquoi je suis régulièrement invité à Cannes. Et moi, je ne vais pas à Cannes uniquement pour parler de l'Afrique, pour parler des acteurs africains, pour me recouvrir entre Africains. Moi, je vais pour faire des reportages sur le festival de Cannes. S'il y a des Africains, je fais. S'il y a des Noirs américains, je fais. S'il y a des Russes, je fais. S'il y a des Allemands, ainsi de suite. Donc, je fais le festival de Cannes. Je fais un reportage sur tout l'ensemble du festival de Cannes. Mais malheureusement, il y a d'autres journalistes africains qui y sont, mais ils font uniquement des reportages sur l'Afrique. Donc, ils restent entre Africains, alors que nous sommes des journalistes avant tout. On a été invités pour couvrir un événement. Nous n'avons pas été invités pour couvrir des événements du cinéma africain. Il y a le FESPACO. On couvre bien le FESPACO. C'est vrai qu'on peut faire des parenthèses sur des reportages des films africains ou bien des acteurs africains qui sont là-bas, mais on est aussi là-bas pour parler du cinéma mondial. Le Cannes, c'est le plus prestigieux festival au monde de cinéma. Donc moi, je viens couvrir le festival de Cannes, mais je ne viens pas couvrir le festival des films africains ou bien des acteurs africains. En quelques années de participation, quels sont les faits qui vous ont marqué quand même à Cannes, au festival de Cannes? Ouais, surtout, c'est le fait qu'un jour, bon, j'avais pris la parole. Je me souviens pour la première fois lors d'une conférence de presse, et ça, je n'oublie pas. Hein. J'aime bien poser des questions. Hein. J'ai pris la parole. En ce moment, le Burkina Faso était à la une. Hein. On était en train de peindre le Burkina Faso un peu en rouge. Aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. J'avais pris la parole. Je me suis présenté comme journaliste venant du Burkina Faso. Tout le monde s'est retourné, tous les confrères journalistes. En posant ma question, ils ont répondu à ma question, mais en fait, durant toute la conférence de presse, tous les journalistes sont venus vers moi me poser la question, est-ce que je viens directement du Burkina Faso ou bien je suis à Paris et puis je suis burkinabé et puis je présente un journal à Paris. J'ai dit non, je viens tout droit du Burkina Faso et je rentrerai à Ouagadougou. Donc je suis devenu un peu, elle dit mais comment ça se passe là-bas avec tout ce qu'on entend ici? J'étais donc obligé de leur dire que tout ce que vous racontez, les inepties que vous racontez dans vos journaux, c'est pas ce que nous vivons au Burkina Faso, nous vivons paisiblement là-bas. Donc j'étais un peu devenu la grande attraction. Après, je me suis fait beaucoup d'amis, des confrères journalistes français, allemands, américains là-bas. Maintenant, quand je vais chaque année, on m'appelle le Burkinabé. Bon, ils connaissent mon nom, mais ils préfèrent m'appeler par mon pays. Et puis à chaque fois quand je lève maintenant la parole, quand je suis dans une conférence de presse, je suis immédiatement interpellé parce que les 3-4 premiers journalistes qui posent des questions, on me pose la question si j'ai envie de poser une question. Parce que bon, ils aiment bien que je m'exprime. Le festival de Cannes, il y a également le FESPACO au Burkina Faso. Et pour vous qui couvrez ces deux événements, qu'est-ce que vous aurez souhaité voir au FESPACO
que vous voyez ailleurs que vous ne voyez pas au FESPACO? Bon, moi, ce qui me dérange un peu, hein, je pense que c'est beaucoup plus au niveau du Festival de Cannes. Je ne sais pas comment ils s'y prennent. Moi, quand je vois d'autres grands stands, des grands stands qui sont déployés au niveau de Cannes, et je ne vois pas pourquoi on ne faut pas un vrai stand au FESPACO. À Cannes, ça me dérange un peu. Qui est un festival très important sur le continent africain. Bon, je ne suis pas un décideur, je ne sais pas comment ça se passe, mais depuis 7-6 ans que je vais là-bas, je vois des stands, des petits festivals là-bas, et puis il y a des conférences qui se passent là-bas, mais je ne sais pas pourquoi on ne veut pas offrir un véritable stand, n'est-ce pas, à Cannes du FESPACO. Vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi c'est comme ça? Bon, peut-être cette année ou l'année prochaine, je chercherai à savoir. Mais pour moi, je me pose d'abord personnellement les questions. Est-ce que c'est payant? Parce que le FESPACO n'a pas besoin. Le FESPACO n'a pas besoin de faire la courbette au Festival de Cannes. Le FESPACO, c'est un festival, c'est l'emblème du cinéma africain. Donc, de facto, on devait plutôt Cannes devait plutôt tendre la main au FESPACO pour davantage donner la visibilité du cinéma africain à Cannes. Donc on ne devait pas utiliser un pavillon, je ne sais pas, un pavillon africain, alors qu'on a un FESPACO qui devait représenter le cinéma africain à Cannes. Donc pour moi, c'est un peu la petite inquiétude. J'espère que j'aurai des réponses. Mais la personne qui pourra me répondre à cette question, c'est le délégué général du Festival de Cannes. Hein. C'est lui seul. Le jour où j'aurai l'occasion de tête-à-tête d'échanger avec lui, parce que c'est mon souhait d'ailleurs, comme c'est lui qui m'invite chaque année. Vous ne l'avez jamais rencontré? On se rencontre, mais on n'a jamais eu de tête-à-tête. On n'a jamais eu de tête-à-tête. On se rencontre, bonjour, bonsoir, bienvenue, tu es là, ok, j'espère que tout se passe bien, ok, le Burkina, ça va bien, ok, d'accord, on s'occupe bien de toi, c'est tout. Mais on n'a jamais pu causer, mais dès que j'aurai l'occasion, peut-être tu pourras m'expliquer. Donc moi, je suis un peu indigné que le FESPACO il n'y ait pas un baobab constant que voilà, le FESPACO est à Cannes. Voilà, moi je veux ça. Comme ça, tous les Africains qui viennent, les journalistes, n'importe qui peuvent aller justement se retrouver là-bas et puis échanger durant tout le festival. C'est vrai qu'il y a de temps en temps des stands. Le FESPACO n'est pas de temps en temps, il y a des stands. Quand le FESPACO peut-être va organiser son festival là, et ça coïncide peut-être avec les années du festival de Cannes. Bon, le commissariat, enfin, je veux dire, le comité la délégation générale du FESPACO vient présenter, il vient présenter la prochaine édition, et ainsi de suite. Bon, c'est vraiment de façon ponctuelle. Mais moi, je vois que ça devait être continu. C'est-à-dire que Cannes devait offrir justement un vrai stand chaque année, justement, au FESPACO pour ça. Et pas vraiment des petites stands, hein, vraiment un vrai stand. Puisqu'on parle de cinéma, on parle du FESPACO, la dernière édition, ici, a pris fin il y a quelques semaines. Un commentaire sur ce festival? Oui, moi je pense que cette année, le FESPACO s'est très très bien passé, tant au niveau de l'organisation, au niveau aussi de l'affluence. Comme je le disais avant, avant de couvrir cet événement, je disais très bien que le FESPACO, ça devait être l'attraction majeur. Les gens allaient profiter du FESPACO pour venir voir le Burkina Faso. L'état de la santé de notre pays, le Burkina. Je pense que c'était en partie aussi pour ça que nos invités sont arrivés. Et moi-même, j'ai rencontré beaucoup gens qui me l'ont avoué également. Vous êtes en train de dire que beaucoup ont été poussés par la curiosité de venir voir ce qui se passe véritablement au-delà de toute cette peinture. Voilà, tout ce qu'on dit de méchant du Burkina. Mais les gens sont venus aussi pour ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, hein, c'est vraiment, ça reste strictement politique, mais qu'on le veuille ou pas, moi, quand j'ai l'occasion de voyager, on aime beaucoup plus le Burkina. C'est-à-dire, je n'ai jamais été maltraité quand je vais à l'étranger. On voit toujours du bien, on voit plutôt le courage des Burkinabés. Moi, c'est ça qui m'étonne. Moi, quand je dis que je me présente comme Burkinabé, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas n'importe où, quand je vais, on salue la bravoure, surtout au Cameroun. Hein, on salue la bravoure du peuple burkinabé. C'est ça qui me plaît. Même les journalistes que je rencontre au Festival de Cannes, on ne fait pas des commentaires pour montrer un peu le côté désuet du Burkina. On regarde plutôt le courage que les Burkinabés ont. Moi, on me regarde comme quelqu'un, comme je sais pas, comme un Tom Sankara. Voilà, on me dit, mais comment vous arrivez à tenir fort comme ça, à tenir tête justement à certaines grandes puissances. Moi, je suis fier qu'on me le dise, qu'on regarde le Burkina de cette façon. Donc, moi, j'ai dit que le FESPACO, cette année, s'est très bien déroulé. Et on a encore eu, n'est-ce pas, le Graal, c'est-à-dire l'apothéose d'avoir justement pour une première fois, les talons du Yenenga, et qui, à juste titre, était mérité. Et ce que aussi je salue, c'est surtout le fait que le cinéma
n'est-ce pas, burkinabé a pris vraiment de l'ampleur. Quand je dis le cinéma, ce n'est pas seulement les acteurs, hein, c'est l'industrie même, c'est-à-dire que ce soit les techniciens, que ce soit tous, parce qu'ils sont partie prenante dans l'évolution du cinéma africain aujourd'hui. Vous allez voir des burkinabés partout, tous les films que vous voyez qui sont tournés en Afrique, qui sont tournés même ailleurs, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout, il y a des burkinabés. Regardez très bien la liste, vous allez voir toujours un technicien au niveau de la caméra, au niveau du montage, au niveau du script, ainsi de suite, vous allez toujours voir des burkinabés dedans. Ça prouve que le cinéma africain est surtout aujourd'hui porté par les burkinabés. Et ça, c'est important. Donc, c'était tout à fait logique pour moi hein, que cet étalon de Yenega, cette année, soit attribué au Burkina Faso. C'était bien parce que... Vous avez suivi le film? J'ai 3 fois déjà. 3 fois. J'avais prédit même déjà. Moi, j'avais fait même un avant-papier que... Pour moi, j'ai rencontré le réalisateur, j'ai rencontré le producteur. Qu'est-ce que vous avez pu bien lui dire? Qu'est-ce que vous avez pu bien lui dire après avoir vu le film? Parce que la petite anecdote, c'est que, sincèrement, les acteurs, notamment le producteur que M. Romba, que j'ai beaucoup rencontré, étaient beaucoup sceptiques. Parce que les conditions dans lesquelles ils ont tourné ce film, c'était vraiment difficile. Pendant le FESPACO, ils étaient en train de chercher des financements, ne serait-ce que pour faire la communication du film. Ils m'ont approché. Ils m'ont demandé de les aider à trouver des partenaires qui vont peut-être leur permettre d'organiser des conférences de public afin qu'ils puissent davantage présenter le film pour que les gens puissent aller voir le film. Parce qu'ils avaient du mal justement à joindre les deux bouts. Et pour eux, l'essentiel, c'était juste de présenter ce film. Mais ce n'était pas véritablement... Ils ne pensaient pas trop justement à l'Étalon d'Or. Mais moi, je me dis... Ils étaient tellement sceptiques et très polis et très rangés dans leur coin qu'ils n'étaient pas prétentieux. Moi, j'ai beaucoup aimé leur philosophie. Et puis, ils n'étaient pas prétentieux. Ce n'était pas le genre de réalisateur ou bien de producteur qui vient comme si il est confiant. Non, non, vraiment, ils étaient très sceptiques, très modestes, comme des vrais burkinabés. Quand ils ont reçu ça, les talons, mais il faut voir l'émotion qui présageait dans leur visage. Moi, je pense que c'est ça aussi qu'il faut saluer. Cette modestie qu'ils ont eue, tenir tête jusqu'au bout et en gardant la tête sur les épaules. J'ai beaucoup aimé leur philosophie. Aujourd'hui, je suis fier d'eux parce que c'est un ensemble. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils ont mis les acteurs qu'il faut. Pratiquement tous les acteurs, les comédiens, les meilleurs comédiens que nous connaissons au Burkina Faso ont joué dans ce film. Les meilleurs techniciens, tout le monde a porté sa touche, que ce soit les figurants, que ce soit même les techniciens que nous connaissons tous, chacun a porté sa touche. On a l'impression que c'était un film fait par l'ensemble des Burkinabés. Donc moi je salue justement le choix du jury et surtout l'ensemble des personnes, et des hommes et des femmes qui ont participé au succès de ce film. On vous voit mentionner beaucoup les hommes de l'ombre, les techniciens. Vous pensez qu'ils ne sont pas assez célébrés? Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains. Je pense à Cam, je pense à Seydou Odaogo, que j'ai interviewé. Il y a beaucoup que j'ai eu l'occasion pendant le FESPACO de les rencontrer. C'est des gens qui font beaucoup pour le cinéma. Ils font beaucoup pour l'audiovisuel au Burkina Faso. Mais c'est ça aussi le cinéma. Ils sont dans l'ombre pas parce qu'ils ont aussi envie d'être à la lumière. Non, moi je ne pense pas qu'ils ont envie d'être comme Hippolyte Rangora. Non, non, ils sont dans l'ombre parce qu'ils font des bonnes choses. Mais on doit aussi les célébrer. Voilà. Ils n'ont pas besoin aussi de se mettre devant la caméra, jouer des superstars. Non, ce n'est pas ce que moi je veux. Ils veulent quand même que là où ils sont, qu'on les respecte. Voilà, qu'on sache qu'ils existent et qu'on vienne aussi, nous autres journalistes, qu'on vienne les voir pour leur poser des bonnes questions et pour qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, il y a des termes techniques que nous ne connaissons pas, il y a des écrits, il y a des articles que nous faisons, mais il y a des aspects techniques qu'on ne maîtrise pas. Il y a des critiques qu'on fait, il y a des aspects techniques qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas le réalisateur ou bien le comédien qui pourra nous donner les bonnes réponses. Hein. Je pense que ce sont ces techniciens qui ont de l'outil, de la matière, qui peuvent mieux nous édifier. Mais malheureusement, nous, les journalistes, on se contente de tout ce qui est factuel, tout ce qu'on voit, tout ce qui est spectaculaire. Alors que les meilleurs intellectuels du cinéma, ce sont les techniciens. Les techniciens. Hervé, merci. Je crois qu'on va... D'ailleurs, on en parlait déjà en off. On a une prochaine rubrique qui fait cas d'une association ou d'une organisation qui vous parle. Et vous, dans votre cas, vous avez décidé donc de choisir une organisation qui fait exclusivement dans la culture. Mais ce sera juste après ce jingle.
On est de retour. Hervé, vous avez porté votre choix sur la force de la culture, qui est une association qui s'illustre bien dans le domaine de la culture. Et ce soir donc, vous décidez donc de leur envoyer votre coup de pouce. Oui. Un commentaire. Oui, moi c'est une association que j'apprécie beaucoup. Pourquoi j'ai décidé un peu de jeter mon dévolu à cette association? Tout simplement parce que cette association valorise davantage le patrimoine culturel. Quand je dis patrimoine, c'est dans le vrai sens du terme. Hein. Avec un grand P, quoi. Ils vont plutôt à la source. Ils vont puiser dans nos traditions artistiques et culturelles pour les mettre à la face, n'est-ce pas, de notre pays, pour que la jeune génération puisse découvrir d'où est-ce que nous sommes venus. Okay. Pour que nos enfants puissent découvrir que tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce qui est moderne aujourd'hui a commencé par tout ce qui est endogène. Notre culture. Qui a commencé par notre culture. Voilà pourquoi j'aime bien cette association, parce que à chaque fois quand je fais des articles, quand je vois un artiste qui sort une œuvre, tout ce qui me plaît toujours chez les artistes, c'est quand il a mis dans sa composition musicale quelque chose qui vient de son village. Okay. Que ce soit au niveau de la rythmique, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau même de la danse, c'est important. Et la force de la culture valorise ça. Les rythmes traditionnels, tout ce qui est les coutumes traditionnelles, tout ce qui est, c'est ça qui est important, c'est ça qui fait notre richesse. Et malheureusement, il y a eu une certaine époque où la majeure partie des acteurs, des créateurs mettaient ça de côté. Quand on voyait tout ce qui est tradition, on prenait ça comme c'était lugubre, comme ce n'est pas des choses qu'il faut mettre à la face du monde. Mais force de la culture est en train, n'est-ce pas, de casser un peu, valoriser, de briser un peu cette grâce-là, de valoriser tout cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'encourage cette association qui se bat et qui est dans le milieu professionnel, qui est dans le milieu du showbiz, mais qui met plus en exergue justement notre patrimoine musical. Ils ne sont pas mis en marge, n'est-ce pas, du showbiz. Hein. Ils sont dans le showbiz, mais eux, ils se focalisent uniquement sur tout ce qui est tradition. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'avant, ce n'est pas que la tradition n'existe pas, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de festival, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'association. Mais eux, ils se retrouvent entre les traditionnalistes. Mais cette association rentre dans le monde du showbiz, rentre dans le monde moderne et puis valorise donc justement notre patrimoine culturel. C'est ça la nuance, c'est ce que j'apprécie. Et pourquoi aussi également j'ai jeté mon dévolu à cette association? C'est parce qu'elle intervient également même dans l'accompagnement même justement des événements culturels. Okay. Moi je me souviens des 12 PCA que j'avais organisés. On a co-organisé, on co-organise les 12 PCA, je veux dire Oxygène Group co-organise avec la force de la culture, les 12 PCA. Pourquoi ils co-organisent? Parce que moi je ne vais pas trop, je vais régulièrement, mais je ne suis pas tellement imprégné de tout ce qui se passe dans la culture endogène des différentes localités. Mais grâce à la force de la culture, ils me mettent en avant certaines localités, certains acteurs d'une certaine localité, n'est-ce pas, ils viennent jouer aux 12 PCA. Pour ne pas qu'on se focalise seulement au Ouagadougou, le grand capital. Cette année, nous avons eu, je crois l'année, nous avons eu la troupe traditionnelle venant justement de Goussi, il y en aura ceux de Kaya, il y aura ceux justement de Manga, et ainsi de suite. Donc, on aura cette richesse, n'est-ce pas, au niveau des 12 PCA. On ne va pas rester uniquement dans tout ce qui est moderne, mais on va faire ressortir également les acteurs culturels qui sortent justement de notre patrimoine culturel très endogène. Alors, et c'est encore cette organisation également qui organise le concert du 3 mai de Floby. Donc ça montre un peu l'importance, n'est-ce pas, que Force de la Culture commence à avoir, n'est-ce pas, dans l'appareillage de l'industrie musicale et dans l'industrie du spectacle. Ils rentrent dans l'événementiel, mais tout en mettant en avant justement notre patrimoine musical endogène. Et c'est ça qui est important. Vous allez voir, je fais partie de l'organisation, vous allez voir que les premières parties de ce concert, il y aura exclusivement de la musique traditionnelle, exclusivement des troupes traditionnelles. Contrairement à certains événements où, quand on dit les premières parties, c'est des artistes d'obédience, du même style, modèle qui sont là. Mais pour ce concert, il y aura des troupes traditionnelles qui viendront pratiquement de toutes les provinces. Ce sont ces troupes, c'est elles qui vont faire justement les premières parties. Et ça, c'est à saluer. Et très bien, je crois qu'on va évoluer pour aborder un sujet avec vous. C'est les directeurs artistiques. Vous en parlez également dans un écrit. Ouais. On s'est dit qu'il était important de mettre le doigt là-dessus. Oui, malheureusement, j'ai toujours dit, l'artiste est souvent seul dans la création. C'est-à-dire qu'il est le créateur, il est l'auteur-compositeur. Pratiquement, il peut aussi être interprète. Mais quand il rentre en studio, il a l'impression qu'il est seul.
Il a l'impression que c'est lui qui a créé son œuvre, c'est lui qui est musicien, c'est lui... Il s'auto-même, lui-même, il s'auto-exclut. C'est-à-dire, il s'en va jouer seul, il part faire des playbacks seul, il part promouvoir sa musique tout seul, alors que c'est toute une entité. Il y a eu des arrangeurs, il y a eu des musiciens qui ont contribué, il y a eu des instrumentistes, des musiciens, bien sûr, il y a eu des ingénieurs du son, ainsi de suite. Donc, c'est un tout. Et dans ce tout-là, il y a aussi une entité qui est très importante, qui est la direction artistique. Et on ne peut pas sortir une œuvre sans avoir cette direction. Ça existe également dans le cinéma, ça existe même dans le théâtre, ça existe dans la danse. Mais dans la musique, on a l'impression de faire fi de ça. Quand un artiste sort une œuvre, quand il veut aller dans une prestation, ou bien quand il veut monter une œuvre, présenter une œuvre, il faudrait qu'il soit assisté d'un directeur artistique. Moi, je vais faire par exemple... En définition simple, c'est quoi un directeur artistique? Moi, je sors, allons pas à pas, hein. Moi, je sors une œuvre. Prenons le hip-hop, moi je fais dans le rap, je sors mon test, je m'en vais en studio, comment est-ce que je vais le déclamer? Comment est-ce que je dois d'abord même l'écrire? Comment est-ce que, quelle est la thématique? C'est vrai que j'ai ma thématique à moi, comment est-ce que je dois mieux le présenter? Et ensuite, quand je le sors, dans quelles conditions je vais le présenter? Comment moi-même je vais me présenter sur la scène, comment je vais m'afficher même devant mon futur public. Tout ça, c'est la direction artistique qui gère tout cela. Moi, je me contente juste de chanter, de crier, mais tout autour de moi, il faut qu'on me dirige. Même quand je vais sur la scène, même quand je vais faire une prestation, même quand je prépare mon concert, il faut que je sois assisté d'un directeur pour qu'il puisse me guider sur la scène. Voilà comment je dois me déplacer, voici ce que je dois faire, voici comment est-ce que je dois, voilà le nombre de minutes que je vais faire, voilà comment je vais travailler avec mes musiciens, ainsi de suite, voilà comment je dois être en phase avec l'équipe qui sera avec moi. C'est ça la direction artistique. Donc, il faudrait que ces acteurs culturels, ces artistes, ces créateurs s'associent, n'est-ce pas, de ces personnes-là. Les directeurs artistiques ne sont pas forcément des chanteurs, ne sont pas forcément des gens qui sont dans l'industrie de la musique. Hein. Ça peut être des comédiens, ça peut être qui ont un autre regard extérieur, mais qui ont cette technicité de mieux orienter l'artiste par rapport à son œuvre. Et c'est important d'avoir un directeur artistique. Est-ce que les moyens ne font pas défaut par moment? Oui, mais un directeur artistique, ça se négocie. C'est un peu comme un directeur de la communication. Ça peut être un ami, ça peut être un grand frère, ça peut être quelqu'un aussi qui te donne des conseils à côté. Ça peut être, bon, c'est vrai que les artistes aujourd'hui, on connaît comment ça se passe, c'est difficile. Mais je peux aller demander un conseil à Idlever Meda, ou je ne sais pas à qui d'autre, ou bien à, je ne sais pas à qui je m'en vais voir commandant, pas plus, je m'en vais, de temps en temps, je fais 1 heure, 2 heures de temps avec lui, je change avec lui, je chante de sortie neuve. Il n'appartient pas directement dans mon équipe, mais son expertise est importante pour qu'il puisse me guider dans ce que je fais. C'est important. Moi, parfois, je le fais en ce qui concerne la communication. Il y a des artistes qui viennent me voir au bureau parce qu'ils ont besoin quand même de mon regard par rapport à leurs œuvres, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à la publication, par rapport à leurs prestations. Donc, ça se fait, ça se négocie. Mais il y a des artistes qui sont nantis, qui veulent donc justement signer des contrats avec des directeurs artistiques. Ça les avoir dans le staff, ça c'est le moyen. Voilà. Mais ceux qui n'en ont pas peuvent justement aller au gré à gré, comme si, je ne sais pas employer ce terme, discuter avec justement ces professionnels et qui sont ouverts et qui peuvent éventuellement les accompagner. On vous sait également très tranchant sur la question, vous n'aimez pas les artistes qui utilisent l'autotune? Oui, l'autotune, pas que je n'aime pas, hein. C'est qu'en fait l'autotune, ça s'utilise, mais c'est une expression technique qu'on ne doit pas mettre pratiquement dans tous les albums, dans tous les titres, dans toute une création. Non, l'autotune doit exister, mais c'est juste pour... Ça ne corrige pas la voix. L'autotune n'est pas là pour quoi. Ça fait juste des effets dans une chanson. Mais il y a des gens qui utilisent l'autotune parce qu'ils veulent corriger. La voix, elle doit être naturelle, c'est ta voix, toi. Maintenant, de temps en temps, tu vas faire c'est un peu comme des films, et puis tu vois un film, et puis comment on appelle ça, des effets spéciaux. Il y a un acteur qui est en train de tirer et puis on monte des balles, ou bien sûr, c'est des effets spéciaux, on montre qu'effectivement des balles sont sorties. C'est la même chose avec la musique. De temps en temps, on fait un peu un petit truc, un petit effet là, pour montrer un peu que bon, voilà, c'est un peu électronique. Mais ça ne doit pas corriger la chanson, ça ne doit pas corriger ma voix, ça ne doit pas corriger ma musique. Et moi, quand un artiste commence à chanter avec une voix autotunée, moi, je déteste ça. Moi, je préfère que tu aies ta voix naturelle et on va trouver le registre qui va avec ta voix. Et là, tu chanteras bien.
Voilà pourquoi j'aime pas. D'ailleurs, vous avez eu une discussion très sérieuse avec l'artiste Fouche sur la question. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que finalement, il vous a convaincu? Oui, on est en très bon terme. Je pense que d'une part, il avait aussi raison, parce que pour lui, c'est aussi un genre musical qu'il voulait de temps en temps mettre, mais il ne met pas ça continuellement dans ses... Est-ce que souvent la tendance ne commande pas ça mais forcément? Parfois, effectivement, mais parfois la tendance peut le commander, mais il ne faut pas... Moi, je prends un rythme que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, le rythme ghanéen, là. L'Amapiano. L'Amapiano, il y a l'autotune qui intervient. Mais c'est parce que l'Amapiano, même déjà, c'est dans ce style. C'est un peu une musique électronique qui est un peu jouée avec, on connaît avec les synthés et ainsi de suite. Il y a cette autotune qui intervient, même un peu au niveau de la voix. Mais la voix, quand vous écoutez très bien les consonances, n'est-ce pas, de l'Amapiano, l'artiste qui chante, qui déclame, justement, il chante avec sa voix normale. Mais on peut mettre des effets. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais on ne doit pas corriger la voix d'un auteur-compositeur, d'un chanteur. Non, moi je suis contre. Ta voix doit rester telle qu'elle. Et après, elle peut aller en aigu, comme en basse, comme tu veux. Mais le plus important, on veut découvrir l'originalité de ta voix. Et c'est ça qui fait le charme de la chanson. La chanson, avant tout, c'est le premier instrument d'un artiste-chanteur, c'est quoi? C'est sa voix. Donc pourquoi encore la modifier? Si tu la modifies, c'est de la tricherie. Et vous disiez également qu'il faut encore que l'autorité ou le décideur fasse plus, parce que nous sommes en pleine crise, parce qu'il y a des productions. L'autorité a besoin également d'encourager ces productions. Oui, moi je pense que l'autorité doit beaucoup plus encourager les productions locales. Voilà, les productions faites avec des artistes, avec des productions de recherche. Ce n'est pas des productions à la fast-food. On va sur les réseaux sociaux, on va sur un home studio, on fait des trucs sur TikTok, et après on a plus de 15 millions de vues, puis subitement on est superstar. Moi je pense que ça, c'est pas ça la production. On ne doit pas encourager ça, parce que c'est éphémère. Après ça partira. Moi je pense qu'il faudrait plutôt entrer dans... Moi je préfère plutôt les artistes qui rentrent au village, qui vont à Tougan, par exemple. Il écoute un vieux qui est en train de chanter des funérailles, il enregistre avec son dictaphone, il sort quelque chose d'un ingrédient sonore là-bas, et puis il introduit ça dans sa modernité. C'est ça qui va sortir son identité musicale. C'est ça qu'il faut que l'autorité recherche, c'est ça qu'il faut encourager. Ces artistes qui vont chercher. Moi, je connais des artistes aujourd'hui qui quittent des États-Unis, qui viennent au fin fond de Bipindi de Lolof au Cameroun, qui ne sont même pas camerounais, mais parce qu'ils veulent sortir des sonorités qui viennent de l'Afrique profonde. Et puis mettre ça dans leur hip-hop ou bien dans leur R&B, et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est très riche. Et nous, au Burkina, on est encore plus riche parce qu'on a tellement de richesses qui sont encore inexploitées musicalement parlant. Mais ça m'étonne que des gens continuent à penser que c'est ce qui vient d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, des autres pays du Cameroun, ces artistes qui font du n'importe quoi, et qu'on prenne, on regarde d'à côté, on copie encore et on fait des commentaires sur les réseaux sociaux. Non, moi je dis non, on a du potentiel chez nous. Regardons ce qu'ils font chez eux. Et ça ne veut pas dire qu'on se met à l'écart. On suit la tendance musicale. Mais en suivant cette tendance musicale, ajoutons la nôtre. Ajoutons la nôtre. Et pour ajouter la nôtre, l'originalité, c'est quoi? C'est aller tranquillement au village. C'est aller écouter le doum-doum de Fada. C'est aller écouter un truc qui vient de Kaya ou bien je ne sais pas d'où. Et puis venir ajouter ça à l'intérieur. Pourquoi chanter forcément en français ou en anglais alors qu'on peut chanter en sa langue? Surtout qu'on s'exprime mieux avec sa langue maternelle. Chantons avec la langue qui sied le mieux. Si je m'exprime bien en français, je chante en français. Si je m'exprime bien à ma langue traditionnelle, je chante avec ma langue traditionnelle. Si je veux chanter avec d'autres langues, je peux incorporer ça ou bien faire un featuring avec quelqu'un d'autre. Mais il ne faudrait pas forcément que la langue que je ne suis pas habilité à bien parler, et c'est ça qui devient ma langue de prédilection dans la chanson. Pourquoi? Ah non, moi je pense que restons dans une philosophie, soyons nous-mêmes, cherchons notre originalité à nous, ne soyons pas complexés de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on se dit que c'est ça qui marche, donc automatiquement. Ils ont leur culture. La Côte d'Ivoire a sa culture. Ça se passe bien là-bas. Mais ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, là-bas, on ne peut pas le faire ici. La manière dont les gens chantent, s'habillent et puis racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, nous, on ne peut pas le faire ici. Parce que vous êtes sur des valeurs. Parce que nous avons des valeurs que nous devons défendre. Le Cameroun aussi a ses valeurs qu'ils doivent défendre. Les autres pays aussi ont les leurs. Nous aussi, nous avons la nôtre. Donc, tenons compte de tout cela. Et on va prendre ce qui est meilleur là-bas, ou bien ce qui est tendance actuelle là-bas, et puis on va prendre notre identité à nous, et puis on joue. Moi, je suis pour la fusion. Je suis pour cette diversité culturelle, mais tout en mettant en exergue la nôtre. C'est ce que moi je déplore. Moi, j'ai toujours tendance à penser que quand je vais dans un maquis, bien dans une discothèque,
tout le monde change son répertoire parce que le cher est là. Non, je ne veux pas que... Je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un gendarme. Le DJ met sa musique, mais dans cette musique, il faut qu'il y ait de la musique burkinabé. Il ne faudrait pas qu'il reste là parce que le jour où le chat rentre dans la discothèque, comme il est là, mettons un playlist pendant 1 heure de temps de la musique burkinabé. Parce que le chat, il fait peur. Parce que ça c'est moi. Non, je pense que pendant que tu mets la musique hip-hop du Nigeria, il y a aussi la musique hip-hop de Burkina. Pendant que tu mets le reggae de la Jamaïque ou bien du Sénégal, il y a aussi le reggae du Burkina. Pendant que tu mets le Amapiano du Ghana, il y a aussi le Amapiano du Burkina. Donc il faut aller comme ça. Donc, et c'est comme ça qu'on va... Vous êtes en train de dire qu'il ne doit pas exister une playlist exclusive Burkina, alors que nous sommes au Burkina. Cameroun, exclusive Ghana. Non, il peut y avoir exclusive Cameroun, exclusive Nigeria, mais pas dans notre propre pays, playlist exclusive Burkina. Notre musique doit pouvoir se fondre à d'autres musiques pour permettre... J'ai horreur qu'on dise que non. Aujourd'hui, nous allons faire spécial Burkina Faso. Ça ne veut rien dire dans le Burkina. Dans mon propre pays, on fait une musique spéciale Burkina dans une discothèque. Mais c'est un complexe qui sonne mal à l'oreille. Non, ça doit être naturel. Moi, quand je vais au Cameroun, par exemple, on me dit, le Burkinabé, là, pour le faire plaisir, on va faire spécial Burkina. Voilà. Là, on me fait plaisir parce que je suis arrivé dans cette discothèque. Voilà un Burkinabé qui est venu dans la discothèque au Cameroun. Voilà, nous, on a une playlist. On va le faire plaisir. On fait une playlist d'1 heure de la musique burkinabé. Je serai très content. Mais les Camerounais ne vont pas faire une playlist de la musique camerounaise. Non. Ils vont introduire ça au fur et à mesure, ainsi de suite. Donc, je pense que restons dans une logique où on doit de facto consommer ce qui nous appartient. On ne doit pas nous obliger à consommer notre propre musique, bien de notre propre identité. Ça doit être naturel. Je m'habille en façon d'enfant, ou bien je ne sais pas quoi, en coco douda, parce que j'aime ça, parce que c'est naturel. Je ne m'habille pas parce que je vais faire plaisir à quelqu'un. Parce que tout le monde s'habille comme ça, moi aussi je vais m'habiller comme ça. Non, il faut que ce soit naturel, il faut que j'aime ma culture de façon naturelle, il faut que j'ai envie d'aller au village, j'envoie mes enfants au village. Ça doit être naturel, il faut que je connaisse le tourisme de mon pays, ça doit être naturel de facto. Même si je l'apprends très tard, mais mes enfants doivent aussi grandir avec ça, c'est comme ça. Donc, revenons à la question, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui travaillent à ce qu'un pays en crise comme le nôtre soit toujours résilient. Et la question, je vous l'avais posée, je n'ai pas reçu d'éléments de réponse véritable. Comment l'autorité peut encourager cela? Moi je pense que, oui, pour être très clair, hein, moi je pense que nous les acteurs culturels, pendant cette période de crise, il faut le saluer. Hein. C'est vrai que beaucoup, aujourd'hui, quand je vais leur dire, ils seront étonnés. Est-ce que si on n'avait pas été aussi résilient que c'est à 2 ans, 3 ans maintenant, est-ce que vous êtes sûr qu'on allait encore même faire un spectacle au Burkina Faso? Peut-être qu'aujourd'hui, on n'allait pas être là où nous sommes. Il faut déjà saluer ça. Est-ce que nous sommes sûrs? Mettons-nous un peu en arrière avec tout ce qui s'est passé il y a 3 ans. Il y avait une psychose qui était installée au Burkina. On avait l'impression que dans les minutes qui allaient suivre, les semaines qui allaient suivre, on allait embraser tout le pays, que personne n'allait jouer encore la musique au Burkina, si même on allait fermer toutes les discothèques. On tendait à ça. Aujourd'hui, remercions le Seigneur, remercions toutes ces autorités qui se sont battues pour que nous, les acteurs culturels, aujourd'hui, nous chantons, nous dansons, nous créons, nous organisons des événements. Moi, je suis convaincu que si on avait laissé l'État comme c'était avant, moi, je suis convaincu qu'on n'allait pas s'asseoir à parler de musique aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, nous, acteurs culturels, ce que nous devons faire, c'est toujours rester dans une logique, n'est-ce pas, de poursuivre dans nos activités que nous menons. Nous ne devons pas être partisans du moindre effort. Tout ce qui nous mène, qui nous fortifie, qui nous encadre à faire notre métier, encourageons ces personnes-là. Tous celles et ceux qui nous mettent des garde-fous, qui nous protègent afin que nous puissions vivre de notre art, encourageons ces personnalités. Je pense que c'est ça notre message. Donc les œuvres qui sortent aujourd'hui, qui sont encouragées par l'autorité, c'est parce que ce sont ces œuvres qui galvanisent plus ou moins ces personnes justement qui luttent pour notre souveraineté nationale. C'est important. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. On a le devoir de non seulement de dire merci et de poursuivre toujours dans cette lancée. Et quand je vois des gens sur des réseaux sociaux, peut-être tirer à boulet rouge, X ou Y, oubliant l'essentiel, qui est justement valoriser notre patrimoine, notre identité, c'est lamentable. C'est très lamentable. Est-ce que
Si on n'était pas, on n'avait pas sécurisé notre pays, est-ce que nous autres même on allait pouvoir chanter? Est-ce que nous autres même on allait pouvoir organiser des événements? Je pense restons dans cette logique et continuons à encourager et travaillons justement afin que notre pays soit totalement libéré et que cette reconquête justement du territoire national soit vraiment effective. Très bien. Je crois qu'on va aller à la pub et revenir. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une reconsidération du statut de la femme. Ce que moi je veux pour le Burkina Faso, ce sont des routes afin de pouvoir écouler nos produits. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une prise de conscience de nos gouvernants dans leur prise de décision quant au choix des exécutants et au suivi des travaux qui leur sont confiés. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est la continuité de l'électricité pour qu'on puisse travailler. Vous aussi, participez à l'émission Ce que je veux pour le Burkina Faso. Faites une vidéo selfie de vous en vous exprimant sur votre vision pour le Burkina Faso et envoyez-nous vos vidéos selfie par WhatsApp au 77 31 61 30. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Tous les jours, LCA t'offre la possibilité de faire tes dédicaces. Et oui, envoie une grosse pensée à tous tes proches et tes amis sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Avec ton smartphone, enregistre une belle vidéo de toi, fais ta dédicace et envoie-nous la vidéo par WhatsApp au +226 77 31 61 30. N'attends plus, envoie-nous vite ta vidéo au +226 77 31 61 30 et participe à LCA Dédicace WhatsApp. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Hervé, on est de retour sur le plateau. Le temps, il court tellement vite qu'on est obligé de courir avec lui. On va aborder un dernier point, c'est les 12 PCA. Cette année encore, vous avez tenu donc le pari de l'organisation de cet événement. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé aux 12 PCA? Parce qu'il y a eu beaucoup de grincements dedans. Non, bon, comme chaque année, hein, c'est vrai, les organisations, enfin, les récompenses sont toujours comme ça dans le monde entier. Bon. On ne fait pas tout le temps tout le monde les heureux. Il y a des gens qui sont déçus, il y a d'autres également qui sont heureux. Je pense que c'est Floby qui a eu le PCA du Oui, le PCA, pourquoi pas des Altinos, les gens se sont plaints. Ouais, bon, ça existe chaque année. Hein. Avant, ce n'est pas Kayaruto. Pourtant, vous n'êtes pas membre du jury, mais vous êtes organisateur. Donc moi, aujourd'hui, maintenant, je suis tellement fier de cet événement parce que je me contente uniquement d'organiser maintenant les 12 PCA. Parce que ça fait 13 éditions aujourd'hui sans interruption. Ça se passe plutôt bien. Le public refuse, la salle refuse du monde. Et le public vient de plus en plus. Maintenant, je confie justement l'aspect juridique, bien l'aspect récompense, nomination, et ainsi de suite, à toute une équipe, n'est-ce pas, qui permet chaque année, des professionnels du monde de la musique et de la culture, ils choisissent les artistes et puis ils décident donc de les mettre en avant et de les nominer et de les plébisciter. Donc aujourd'hui, peu importe pour moi le gagnant, le plus important pour moi c'est de mieux organiser l'événement et de faire en sorte que l'ensemble des filières puissent se retrouver à chaque début d'année aux 12 PCA. Voilà, donc, mais il n'y a pas eu aussi que Floby, il y a aussi la catégorie Djata Ilebou dans laquelle Philomène et certains artistes se retrouvaient, pas forcément de la même obédience artistique, tout à fait. Mais qui finalement... Oui, dans la catégorie, là, effectivement, il y a eu quelques grincements dedans parce que justement, quand on voit un peu le parcours, hein, je prends beaucoup plus de la lauréate, le parcours de Philomène Nanima au regard de ce qu'elle fait, avec l'éthique du prix Djata, de l'esprit de Djata Ilebou. Vous savez que c'était une femme très battante. C'est ça un peu les critères de cette catégorie. Hein. C'est une femme battante qui se bat d'elle-même dans une œuvre artistique, que ce soit n'importe quelle filière, mais qui montre un peu la bravoure de la femme dans le monde artistique. Et parmi les trois, le jury a estimé que c'était Philomène Nanima. Au regard de son parcours, qui a commencé par le théâtre, on a pratiquement obligée, entre guillemets, de faire de l'humour. Et elle est rentrée dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, elle a eu beaucoup de hauts et de bas, des attaques à gauche, à droite. Aujourd'hui, elle fait son one-man show, elle réussit, elle a déjà deux grandes créations qu'elle fait, voyage d'elle-même à travers le monde entier aujourd'hui. Moi, je pense que son parcours, peut-être le membre du jury a estimé que c'est un peu un parcours à la Djata Ilebou. Elle se bat malgré le fait qu'il y a beaucoup d'adversité, malgré que ce soit un métier très difficile, qui est beaucoup plus pratiqué par les hommes. On voit un peu les millions de vues qu'elle engrange sur les réseaux sociaux. Donc,
ils ont estimé que vraiment elle incarne un peu cet esprit combattant. Vous êtes en train de nous dire que le nom donné donc à cette catégorie n'a rien à voir forcément avec le style de la catégorie forcément. Non, non, c'est beaucoup plus l'esprit, la combativité que Diatta Ilebo avait. C'est ça les principaux critères de cette catégorie. Quand on dit Diatta Ilebo, moi je l'ai beaucoup connue, on voit un peu, vous-même vous savez comment elle était. Donc c'est un peu cette dame qui était au four au moulin, qui se battait avec sa famille. Elle-même, elle avait ses 3 ou 4 enfants, elle allait faire des petits gombos à gauche, à droite, et elle revenait encore nourrir ses enfants. Donc c'était une battante et elle disait ce qu'elle pensait. Elle était dans un milieu où elle faisait des concerts, même elle avait fait une facture, mais elle partait jouer avec sa béquille, ainsi de suite. Donc j'aimais bien cette bravoure, moi j'ai beaucoup aimé la bravoure de cette dame et je voudrais que beaucoup d'artistes aussi, c'est ça un peu le milieu artistique, surtout les femmes. Les femmes vivent beaucoup de pression, que ce soit morale, que ce soit des pressions même humaines, que ce soit des pressions même physiques. Elles vivent ça dans le monde du showbiz, dans le monde artistique, mais il y a certains qui arrivent à s'en sortir. Et voilà pourquoi je les donne souvent. J'ai décidé de créer. Est-ce que vous trouvez légitime toutes ces revendications après? Elle est très légitime parce que vous savez, les femmes dans le milieu, surtout au Burkina Faso, elles sont toujours mises en retrait. Quand une femme prend la parole, parfois on rigole. Parfois, on dit je veux dire, est-ce que vous trouvez légitime la plainte de certaines personnes qui disent que ce n'était pas mérité, ces 2 trophées, moi je trouve que c'est normal que les gens, se plaignent. C'est tout à fait normal. On ne peut pas organiser un événement qui n'est pas ça. Moi je pense que si on organise un événement qui n'est pas ce genre de bisbille, de crainte, ça prouve qu'on n'accorde pas d'intérêt. Moi, je suis très fier aujourd'hui que les gens n'envoient pas finalement un discrédit sur votre... Bon, il y en avait beaucoup. Vous vous souvenez, il y a la 5e, 6e, 7e édition, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, on essaye d'en moins dire, on fait tout pour être quand même logiquement dans une forme de transparence. Et on fait le maximum possible d'être transparent. Même, on en parlait tout à l'heure, le Festival de Cannes. À chaque fois, quand il y a la fin, quand on proclame les résultats, de celui qui a la palme d'or, il faut voir la salle, incroyable. Et des gens respectent. Respectent, ça existe. Mais après, tout le monde tombe d'accord. Parce que bon, c'est le jury qui a décidé. Voilà, donc les réalités des cérémonies de récompense aussi. Oui, c'est les réalités. Donc, et c'est normal même que les gens en parlent, parce que ça montre un peu l'intérêt qu'on porte à l'événement. Plus les gens sont attentionnés par rapport. Moi, je vous dis comment les gens... Il y a des gens qui rêvent venir jouer, ne serait-ce qu'au 12 PCA. Ils m'appellent régulièrement, qui sont prêts à venir jouer parce qu'ils veulent, c'est en ce moment qu'ils ont l'opportunité de voir tous les acteurs, les grands promoteurs, les grands managers, les meilleurs acteurs culturels burkinabés. Ils peuvent avoir un déclic là-bas, ici ils chantent, et beaucoup en ont eu. Et puis aussi des artistes qui rêvent avoir un prix au 12 PCA, ça va les propulser vers une autre carrière. J'en veux pour preuve beaucoup de certains managers. Le manager actuel qui tourne aujourd'hui de Diatta, je veux dire de Awa Boussim, qui tourne à travers le monde entier aujourd'hui, Ilias Koudougou. Quelque part, les 12 PCA lui donnent également cette opportunité d'ouvrir les portes. Très bien. On a passé de temps. On va aller sur la prochaine rubrique et ça sera donc maintenant. Masaidanika makenyenike diana ngafanga tira chede uma kasoro tinye dona muso de bolo sababu kanyi muso kambe wolo muso le diya wolo ambeka kanka wolbale bonya muso le diya wolo ambeka kanka wolbale bonya.
tinye dona muso de bolo sababu kani muso kambe wolo muso le tinye wolo abeka kanta wolbare bonya muso le tinye wolo abeka kanta wolbare bonya. Maramba ya yamlam wauda ni silama ye ni catholique ye ikakanki wolbade bonya ni protestant ye ni animisi ye oh oh ikakanki wolbale bonya ni femi ye babonya ni bonya ni wolba bonya masai danika makenye ni kedi alaye danike ngafanga tira chede uma aye danike ni dona musode bole sababu kani Paga, paga de maramba yang toda ne waure. Paga, kamala, sabona chelandam wada yang aïdro kana muso muso. C'est la mère de l'humanité. Femme, muso muso, diawolo. Hey, muso muso, diawolo, katiawolo, katiawolo. Honneur à la femme. Tiens, on est de retour. Hervé, je vous voyais vous bouger sur le podium. Et votre choix, c'est cette chanson Mousso de votre première fille. C'est comme ça qu'on vous l'appelez. Ce n'est pas seulement cette chanson, mais elle-même en 30 secondes. Elle-même en général. Hein. Oui. Elle, c'est une artiste pleine. J'ai beaucoup de respect pour cette jeune fille que je connais depuis très longtemps. Maria Bissongo, pour moi, c'est... Quand je l'écoute, c'est le Burkina que je vois. Quand je l'écoute, je suis fier d'être au Burkina. Pour moi, elle reflète le Burkina Faso. La femme burkinabé, l'humilité du Burkina, le rythme burkinabé, l'originalité burkinabé, c'est ça. Pour moi, à chaque fois, quand je veux penser au Burkina, quand je veux penser à la musique burkinabé, quand je veux m'inspirer, qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est quand j'écoute toutes les œuvres de Maria Bissongo. Moi, je la connais. Elle incarne même cet humanisme-là que tu ne peux pas imaginer. Et quand écoutez cette chanson, écoutez comment c'est bien arrangé, écoutez la basse, écoutez le piano, écoutez comment c'est tellement bien agencé que même si tu es un profane, tu ne peux ne pas tomber et aimer ce genre de musique. Moi, Hervé, à propos de cette dame, vous avez beaucoup à dire, même en 52 minutes, ce n'est pas évident d'épurer le sujet. Alors, en 15 secondes, je voudrais votre avis sur l'adoption du nouvel statut de l'artiste au Burkina, en quelques secondes. Enfin, je dis merci. Je salue surtout l'ensemble des acteurs. Tout le monde a mis sa main à la pâte depuis pratiquement 5, 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on devait même s'asseoir, boire une coupe de champagne. L'ensemble des acteurs culturels devaient même se réunir. Je ne sais pas pourquoi, ça passe inaperçu. Qu'est-ce que ça implique véritablement? Il y a beaucoup de choses. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses. L'artiste maintenant sera respecté dans son propre pays. Il sera un salarié. Il sera pris comme un fonctionnaire de l'État, il sera pris comme un banquier, il pourra déposer, il pourra être soutenu par des banquiers, c'est ça, c'est devenu une entreprise. On ne lui demandera plus, à part la musique, qu'est-ce que vous faites, à part le théâtre, qu'est-ce que vous faites, à part, qu'est-ce que vous faites. Pour moi, c'est le résultat d'un travail acharné de beaucoup d'acteurs. Je salue surtout Martin Zongo, je salue tous ces doyens qui ont participé à tout cela. Je salue aussi les jeunes, je salue même ceux qui étaient aussi également dans toutes les autres filières, que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma, que ce soit la danse, tout le monde a apporté sa main à la pâte, des hommes comme des femmes, des journalistes, des artistes, bref, tout le monde. Hervé, on est à la fin de l'émission, votre mot de fin. C'est juste vous dire merci de m'avoir invité. Et c'est rare souvent vous m'avez poussé, n'est-ce pas, dans mon retranchement, c'est ça, j'ai tout dit. Je pouvais encore dire mieux, mais c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai été le plus sincère possible. Je tiens sincèrement à vous remercier. Et je bénis beaucoup plus les acteurs culturels burkinabés pour tout ce qu'ils font. Il ne faudrait pas qu'ils se découragent, qu'ils pensent que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est beau. Je suis fier d'être dans ce pays parce qu'on a encore beaucoup de choses à montrer à la face du monde. Voilà. Soyons fiers de nous et soyons fiers de ce que nous faisons. N'envions pas les autres, ne soyons pas complexés.
le Burkina Faso, c'est un pays riche à tous les niveaux. Hervé Onla, merci d'être passé sur le plateau. Moi, je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine occasion. Hervé Onla était notre invité. Je salue également la loyauté de toutes nos équipes techniques. À bientôt.